Bien, eh bien, j'ai le bonheur de passer la parole à Renaud Bidou de Paracyberbio, qui va nous expliquer comment protéger nos applications Python dans le code avec Pirasp. Merci Renaud, c'est à toi. Merci Hervé. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, voilà, on va parler de Pirasp. Alors tu faisais bien de parler de Paracyberbellum, c'est quoi? Bon, en fait, pour moi, c'est un projet chapeau sous lequel je mets tous les projets que je fais pour m'occuper. Donc on va trouver le site web de XSS Payload, on va trouver un blog, une librairie, des outils, etc., etc. Et pourquoi Pirasp? Parce que tout ça, c'est développé sur Python. Et ça m'embêtait quand même de me faire démonter ma plateforme. Donc, j'avais besoin de protéger toutes ces applications web. Donc, plusieurs options. Soit je prends un WAF, open source ou du marché. Bon, c'est un métier que je connais un petit peu. C'était pas très sexy. Puis en plus, ça veut dire qu'il fallait rajouter une machine. Tout ça, ça tourne à mes frais sur AWS. Donc, c'est des instances minimales. Et donc, il est hors de question que j'en rajoute une pour protéger plus ou moins mes plateformes. Donc, je me suis dit, je vais développer un RASP. Aussi parce que un RASP, c'est un truc qui m'intéressait, j'en entendais parler. J'ai un copain même qu'on a fait un vrai, on va dire. Donc, je voulais un peu me lancer là-dedans et voir comment ça pouvait marcher. Donc, alors, la base, c'est le principe du RASP. L'installation, hop, pip installe PyRASP. Et en fait, le faire tourner, c'est juste dans le code de l'application. Donc là, je prends l'exemple d'une application Flask. On importe la classe qui va donc correspondant à l'application. Donc là, je suis sur Flask. On verra, ça marche sur d'autres plateformes. Je le déclare et puis c'est fini. En gros, après, tout le reste, c'est l'application classique. Là, on voit l'application Flask, on déclare une première route à la racine. Puis voilà, ça fait ce que ça veut. Donc en fait, c'est être capable de protéger en 2 lignes de code une application depuis elle-même, entre guillemets. Après, je fais tourner mon application, donc test Flask ici, donc celle qui n'a qu'une route, et on voit que Pirasp est lancé, et disons que quelqu'un s'amuse, il se fait bloquer, on voit, j'ai détecté un cross-site scripting, et puis ensuite, puisqu'il a essayé, maintenant il est blacklisté, donc c'est fini. Donc voilà, très rapidement, comment ça marche, comment on déploie. Donc, comment je l'ai conçu? En fait, les principes de conception sont assez simples. Donc, je vous rappelle, c'est quelque chose que j'ai développé pour moi, pour protéger les plateformes dont je m'occupe soit très tôt le matin, soit le week-end. Donc, bien sûr, évidemment, il fallait que ce soit sécure. C'est souvent quelque chose qu'on oublie quand on développe une solution de sécurité. On veut faire des trucs jolis, on veut faire des trucs qui s'intègrent, blabla, mais ce n'est pas forcément sécure. Dans la sécurité, le critère numéro un, c'est vraiment ce que je voulais. Sans signature, parce que j'ai pas le temps. Voilà. Donc, déjà, les signatures, on connaît les problèmes de faux positifs, la facilité de les contourner, et également parce que ça demande de la maintenance, et j'ai clairement pas le temps pour ça. C'est un projet, c'est un side project pour m'amuser, pas pour écrire des signatures. Il fallait quelque chose de léger, comme ça tourne sur des plateformes super limitées. À l'origine, c'était 1 cœur, 1 giga de RAM, sur lequel je faisais tourner 2 applications. Donc évidemment, il ne fallait pas que le RASP, lui, prenne trop de ressources. Un one-liner, on l'a vu, hein, c'est pour intégration en code. Bon, ok, en fait, il faut 2 lignes. On voit à peu près le principe. Faut que ce soit distribué et multiplateforme. Alors, distribué surtout, parce que j'ai plusieurs plateformes qui tournent, et on le verra, ça vaut le coup d'échanger les informations entre les RASP. Multiplateforme, parce que potentiellement, on peut faire tourner, c'est du Python, donc déjà sur tous les langages qu'il supporte, enfin, pardon, tous les OS qu'il supporte. Et également parce que en Python, là j'ai donné l'exemple de Flask, il y a d'autres plateformes qui existent, et puis il y a des copains qui m'ont demandé, donc je l'ai porté. Et il y a quand même des logs, mais encore une fois, il faut que ce soit utile. Ce n'est pas un produit à vendre, il n'y a pas besoin de wow effect ou quoi que ce soit, il faut juste quelque chose d'efficace. Alors, pourquoi faire un RASP et pas un WAF? Parce que le WAF, c'est un métier que je connaissais, donc c'était relativement simple. On a plusieurs raisons. Déjà, parce que, déjà par curiosité, justement, le WAF, c'est déjà fait, c'était pas drôle. Mais aussi parce que, à partir du moment où on est dans l'application, on est déjà nativement résistant à un certain nombre de techniques qui permettent de contourner les filtres, de quelque nature qui soit, pas uniquement les signatures. Donc, tout ce qui est request smuggling, tout ce qui est surtout technique d'encodage, où finalement le décodage va varier en fonction de la plateforme, donc du serveur web. Là, finalement, on a directement le résultat du décodage.
Donc, on n'est pas en train d'estimer différentes possibilités. Tout ce qui est aussi pollution de paramètres HTTP, là, on a le résultat directement donné par la plateforme. Puisqu'on est sur le système, on est complètement conscient de ce qui tourne sur le système. Donc, je connais évidemment le système d'exploitation, je connais les spécificités du framework. On parlait de Flask, mais on verra, ça peut être FastAPI ou d'autres. Et également, j'ai accès vraiment à tous les mécanismes internes de l'application. On verra, par exemple, toutes les routes qui sont définies dans l'application, je les connais. Donc, plus besoin d'avoir de phase d'apprentissage ou quoi que ce soit. Moi, j'ai directement accès à l'application. Et enfin, Rasp, c'est directement dans le code, donc c'est DevOps friendly. Donc, en fonction de comment on développe, ça peut être assez simple de l'intégrer dans son pipeline CI/CD. Les principaux moteurs de sécurité. Donc, déjà, tout ce qui est flood et brute force. En fait, à l'origine, c'est pour ça que j'avais développé, c'est pour éviter que ça me coûte une fortune en trafic si les gens s'amusent à me flouder. Donc là, c'est tout simplement des seuils, hein, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. La validation des requêtes. Donc, on verra, c'est à partir en fait des mécanismes internes de l'application. Je l'ai vu, on a toutes les routes, donc on sait si on peut faire un get sur la racine, si on peut faire un post sur machin, etc. Ce que j'appelle le spoofing, c'est en gros utiliser un header host qui ne correspond pas à l'autre destination. Donc ça, c'est simplement une validation de l'autre. Decoy, on verra, ça c'est de loin le plus efficace. C'est un peu un espèce de honeypot. SQL injection, alors jusqu'à la version précédente, il y avait de l'analyse grammaticale et du machine learning. L'analyse grammaticale générait plein de faux positifs et le moteur de machine learning n'était pas terrible. Et la nouvelle version des moteurs de machine learning, la version 3.0.0, est beaucoup, beaucoup plus efficace et j'ai plus besoin d'analyse grammaticale. Donc, ça retire des faux positifs. Pour ceux qui ont suivi les évolutions du code, on voit que ça a considérablement allégé le code. Et puis voilà, ça fait machine learning, ça fait magique, c'est cool. Cross-site scripting, c'est 100% machine learning. Command injection, c'est typiquement les mécanismes internes du système. On verra ça un peu plus en détail. HTTP Parameter Pollution, le groupement des paramètres qui sont envoyés. Et le DLP, là, ce sont des expressions régulières. Vous allez me dire, les expressions régulières sont les signatures. C'est vrai. Maintenant, un numéro de carte de crédit, il y a peu de chances que ça change. Et les techniques d'évasion en sens inverse, ça peut exister, mais disons que c'est assez subtil quand même. Les plateformes supportées, donc, comme je vous l'ai dit, c'est multiplateforme. Donc déjà, en termes de framework, c'est Flask, Django et FastAPI. Flask, c'était à l'origine. Et puis un jour, un copain m'a dit, tiens, on ne peut pas faire sur Django, parce que je connais des gens qui l'utilisent, pas de problème. Puis un autre pote m'a demandé si je ne pouvais pas le mettre sur FastAPI. Alors, FastAPI. Et puis un jour, pour m'amuser, je me suis dit que j'allais aussi le mettre sur les fonctions serverless, donc AWS Lambda, Azure et GCP. Évidemment, quand je dis AWS Lambda, ce sont avec les layers Python. Idem pour Azure et GCP, ce sont des fonctions Python. Ça reste du Python, 100% Python. Oui, juste, pardon, une petite parenthèse sur les plateformes. La dernière version ne tombe pas sur AWS Lambda. Un problème d'import, machin. Donc, au lieu de passer encore un week-end dessus, parce que je travaille que le week-end pour le porter dessus, ça sera dans la prochaine version. Donc, on va passer aux choses sérieuses, les mécanismes internes des moteurs. Donc déjà, à la base, il faut intercepter tout ce qui est requêtes et réponses. Donc, alors, en fonction de la plateforme, en fait, c'est vraiment la grosse différence. C'est pour ça qu'on a différentes classes avec la surcharge de certains opérateurs. Pour Flask, en gros, je fais appel au décurateur de l'application before request et after request. Donc, en gros, tout ce qui arrive avant que quoi que ce soit traité par les routes, ça va passer par le moteur. Et idem pour la sortie. Avant que ça sorte de Flask, entre guillemets, ça va passer par mes moteurs. FastAPI, c'est beaucoup plus simple. On a un décorateur middleware. Donc, en gros, c'est un décorateur, mais sur l'ensemble. Donc, avant, tout ce qui rentre, tout ce qui sort est analysé. Et pour Django, c'est un peu différent parce qu'il faut aller dans le fichier de configuration, rajouter un middleware et après, en fait, dans la classe automatiquement, donc Django Rasp, j'ai l'opérateur call qui est appelé. Et pour les autres, alors là, ça c'est bien, parce que même si ce sont des mécanismes différents, on a juste à définir un décorateur et après tout est analysé. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Et quand on regarde dans le code, on va voir qu'il y a des parties Lambda, Azure et GCP sont très très similaires. Il y a forcément la gestion des paramètres qui est un peu différente, mais c'est tout. Voyons comment, une fois que la requête arrive, comment elle est traitée. Donc déjà, on va voir si la RCP est whitelistée. Si elle est whitelistée, paf, on passe à la suite.
On va voir si elle est blacklistée. On rentrera un peu plus en détail tout à l'heure, mais comme vous avez pu le voir, un RSIP peut être blacklisté. Ça peut être manuel ou dynamique. Donc, dans ce cas, bah, évidemment, hop, inutile de continuer à processer la requête. On passe à la suite. La suite qui, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin, on se demande ce qui se passe. Après, on va analyser tout ce qui est header. Donc, d'abord, le spoofing. C'est-à-dire, j'analyse le header hôte. S'il ne correspond pas au FQDN de l'application, c'est considéré comme une attaque. C'est du spoofing. Hop, ça dégage. Les decoys. Là, je rentrerai un peu plus dans le détail, mais les decoys, en gros, ce sont des faux chemins qui sont définis. Si quelqu'un tape dessus, forcément, il n'a rien à faire là. Donc, c'est une tentative d'intrusion ou de récupération d'informations, ça dégage. Et routing, c'est si on arrive sur un chemin qui n'existe pas, donc une tentative, je ne sais pas, d'un poste, alors que normalement, il n'y a que la méthode GET qui est autorisée, ou sur un chemin qui n'est pas défini. Pareil, c'est considéré comme une tentative d'attaque. Ensuite, on va regarder le chemin, on va voir si le chemin fait partie des exceptions, parce qu'on peut définir les exceptions pour plusieurs raisons. Parfois, c'est pour des raisons de performance. Parfois, c'est parce qu'il y a des faux positifs. Ce sont des choses qui arrivent, on pourra en parler tout à l'heure. Même si ça devient très rare. Vous verrez, il y a une nouvelle version qui va sortir. Peut-être pas tout de suite parce que je pars en congé, mais pour régler un faux positif dans le leader CQA. Bon, bref, peu importe. On peut mettre une exception. Dans ce cas, évidemment, on passe à la suite. Sinon, on va passer par le moteur de détection des floods. C'est une attaque, évidemment, on dégage. Sinon, on passe à l'extraction. Donc, l'extraction, c'est que je vais extraire tous les éléments pertinents. Donc, les éléments du chemin, ça va être tout ce qui est query string, tout ce qui est des données dans le corps, donc via un post, tout ce qui est JSON également. Et une fois que c'est extrait, on va tester les différents moteurs, HTTP Parameter Pollution, Command Injection, SQL Injection, Cross-Site Scripting. On verra le détail de chacun d'eux tout à l'heure. Et après, on passe à la suite. Donc, disons qu'on n'a pas vu d'attaque jusqu'à présent. Encore une fois, si la RS est whitelisté, on continue direct. Si elle n'est pas whitelisté, on voit est-ce que ça génère une erreur. Ça peut être un 404, ça peut être un 403, etc. S'il n'y a pas eu d'erreur, on passe par le moteur de DLP pour voir si on n'a pas fait fuir un hash de mot de passe ou un numéro de carte de crédit ou ce genre de choses. Et en fonction du résultat, soit on a une réponse négative, soit on a une réponse positive, parce qu'apparemment, il n'y a pas de fuite de données. S'il y a eu une erreur, on va passer par le moteur de brute force. C'est le même moteur, mais cette fois, c'est en général pour détecter tout ce qui est, le même moteur que pour les floods, mais pas avec les mêmes seuils. Et en général, c'est pour détecter tout ce qui est tentative de brute force. C'est-à-dire que quelqu'un va tester soit plusieurs chemins pour en trouver un qui marche, soit évidemment des combinaisons de credentials pour essayer d'en trouver un qui passe. Si on voit que c'est une tentative de brute force, pareil, on a une réponse négative. Sinon, on passe par le moteur de DLP quand même, on ne sait jamais, et on continue à la suite. Et évidemment, si c'était une attaque, si RS était blacklisté, parce qu'en fonction de l'attaque, on peut demander que ce soit blacklisté ou pas. Dans ce cas, la réponse est directement négative. Sinon, vérifie quand même que ce n'est pas une brute force, c'est quelqu'un qui peut essayer plusieurs mutations d'un type d'attaque ou plusieurs variantes pour voir s'il arrive à bypasser les moteurs. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne à l'intérieur. Alors, un peu plus dans le détail encore, les moteurs les plus efficaces, qui sont comme d'habitude les plus simples. Les decoys. Donc en fait, au moment de l'initialisation de l'application, comme je suis vraiment le cœur de l'application, je peux rajouter des routes. Donc, je vais rajouter un certain nombre de routes, mais qui sont des routes qui n'existent pas. Donc, typiquement, ce qui est régulièrement testé par les gens qui veulent récupérer les infos, le point .org, le point .git, le point .aws, tout ce qui est WordPress et compagnie. Hop. Donc, si quelqu'un essaie de se connecter sur ces routes, je le chope directement et il est blacklisté. Donc, l'intérêt, c'est que personne n'a rien à faire sur un point .org, point .git, point .aws, en général, sur une application. Donc, je suis sûr que c'est malicieux. Donc, j'ai 0% de faux positifs. Et l'intérêt, c'est qu'en plus, c'est quelqu'un, en général, c'était vraiment les phases de reconnaissance. Donc, dès le début, je shoot à l'intrus. Et après, il n'y a plus rien qui passe, puisqu'il est blacklisté. On l'a vu dans le schéma tout à l'heure. Et également, pour tout ce qui est spoofing, je vous l'ai expliqué, on vérifie le leader host. Si le leader host ne matche pas la configuration, donc le FQDN de l'application, on peut mettre plusieurs FQDN si pour différentes raisons, on doit répondre à plusieurs noms, c'est blacklisté. En tout cas, c'est rejeté. Le fait de blacklister est toujours une option dans les moteurs. Donc pareil, tout ce qui est scanner ou les tentatives d'accès direct pour bypasser un WAF ou un proxy ou ce genre de choses,
ça va détecter. L'intérêt, c'est vraiment ce qu'on appelle de l'early detection. On verra tout à l'heure un peu dans les différentes stats que j'ai. Ça représente 99,99% des attaques. Donc tout de suite, en fait, on va récupérer, on va blacklister et l'affaire est réglée. Donc ça fait un très bon clean pipe. Après, bon, le chemin, je vous passe le détail, hein, analyser un chemin, voir s'il existe ou pas, il n'y a pas besoin de rentrer de passer beaucoup de temps dessus. Tout ce qui est extraction. Là, il y a quelques subtilités. Bon, les basiques, évidemment, c'est récupérer tout ce qui est header. Évidemment, un peu des spécificités avec tout ce qui est cookies, parce qu'un cookie peut avoir plusieurs cookies. Donc, on a le header cookies, mais dedans, on peut avoir plusieurs couples non-valeurs. Le référeur user agent, et puis après, on récupère tout ce qui est query string, posted data et les JSON data. La subtilité, c'est en particulier dès qu'il s'agit de données encodées en base 64. Donc en fait, je me suis vu obligé finalement, pour éviter d'abord les faux positifs et puis des techniques d'intrusion, de mettre en place toute une boucle. C'est-à-dire que je décode d'abord le base 64. Donc le base 64 peut être juste dans une query string, mais ça peut être une valeur fournie dans un JSON, par exemple. Après, je regarde si cette valeur correspond à un JSON. Si c'est le cas, je réextrais les variables et les valeurs du JSON. Je vois si s'il y a du base 64. Si c'est le cas, je le décode. Et s'il s'avère que c'est encore du JSON, je redécode. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est quand même assez exceptionnel de mettre du JSON encodé base 64 comme variable d'un JSON. Oui, bah justement. C'est en général ce type de technique qui permettent de bypasser les filtres. Donc c'est pour ça que je le fais. J'en ai des cas un peu particuliers comme le JWT, typiquement les tokens JWT. On va trouver, c'est pas exactement ce schéma-là, mais c'est à peu près le même principe. Donc c'est à peu près la seule subtilité, le reste, et c'est là aussi qu'on a des spécificités en fonction de la plateforme, puisque évidemment les headers, on ne va pas les récupérer avec la même fonction, que ce soit sur Flask ou sur FastAPI, etc., etc. Sinon, honnêtement, c'est pas sorcier. Le HTTP Parameter Pollution, donc c'est quelque chose d'assez trivial. Finalement, on a récupéré, on a vu toutes les noms de variables. Donc, si je trouve la même variable deux fois dans la query string ou une fois dans la query string, une fois dans les posted data, ok. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'en faisant mes tests, je me suis aperçu que sur Azure, en fait, Azure gère très mal le HTTP. C'est-à-dire que ce qu'il va faire, donc là, je fais un test tout bête, hein, donc j'envoie une requête HTTP, je la fais traiter par une fonction, la fonction test Azure sur Azure, et je lui demande de m'envoyer en fait le dictionnaire des paramètres. Donc ce que j'envoie ici, c'est A select login A égale, etc., etc. Donc typiquement le HTTP parameter pollution, ce que ça va me renvoyer, c'est ça. Donc en gros, il prend l'ensemble des paramètres et il met une virgule entre les deux. Donc, on a l'impression de se retrouver au début des années 2000. Donc c'est sur les fonctions Azure. Donc on voit typiquement les techniques d'évasion d'autrefois, des filtres, ici pour une injection SQL. Donc j'ai ouvert un case Microsoft, on m'a dit que non, c'est pas un problème de sécurité. Je dis bon, ok, voilà, maintenant. Donc c'est publié. Bon, je l'avais déjà dit en juillet quand j'avais fait cette conf à passe de salt. Donc comme le HPP n'est pas un problème de sécurité, on peut faire ce qu'on veut. Tout ce qui est injection de commande. Injection de commande, alors c'est là que l'aspect multiplateforme est intéressant et l'aspect justement d'être dans le code a des avantages. C'est que d'abord, quelque chose de très simple, hein, donc je vais récupérer les commandes qui peuvent être stackées. Donc, bon, ça c'est relativement simple. Donc, je récupère une liste de commandes. Et en fait, grâce à la fonction which du package utile de Python, je regarde juste si la commande existe. Vous mettez un ping, machin, etc. Donc c'est indépendant de la plateforme. Donc c'est assez top. Et en général, on va récupérer comme le principe, en tout cas toutes les commandes dans l'OS, tout ce qui est dans le pass, etc. Donc on ne va pas tout récupérer, mais même une bonne partie des lolbins vont être chopés avec ça. Donc ça colle à l'OS. Donc sans ça c'est une fonction standard. Hein. J'ai absolument aucune classe ou quoi que ce soit, enfin, aucune surcharge de fonction. Donc c'est en quelques lignes, on développe un moteur comme ça. C'est vraiment l'intérêt du Rasp ici. L'analyse grammaticale, donc comme je vous dis, ça a été retiré dans la dernière version. Ça m'a enlevé une bonne épine du pied, mais bon, c'est dommage parce que le principe, je trouvais sympa. C'est-à-dire qu'en gros, on définit les points d'injection, parce que finalement, les points d'injection d'une injection SQL, il n'y en a pas 50. Bon, là, il y en a un, mais en fait, j'en avais une dizaine. Et en fait, je remplaçais, là, ici, la partie vecteur
finalement par les paramètres que j'ai récupérés. Et je regarde en fait si ça donne une requête SQL valide. Comment je fais ça? J'utilise en fait les bases de données en mémoire de SQLite 3. Pareil, c'est complètement intégré dans Python, donc besoin de rien installer, pas besoin d'installer une base à part ou quoi que ce soit. Et en fait, je fais exécuter. Si j'ai une erreur, une erreur de type la table n'existe pas, donc là, en fait, je cherche la table test, ça veut dire que j'avais une requête grammaticalement valide d'un point de vue SQL, et que donc, ce qui avait été fourni ici à la place de l'ID, c'était un vecteur d'injection valide, donc potentiellement une injection SQL. Si j'avais une autre exception, en fait, dans tous les autres cas, c'est-à-dire que ce n'est pas une attaque. Donc, il y a énormément de choses à rajouter autour pour que ça marche, et en plus, ça génère un tas de faux positifs. Donc, je suis comme bien content d'avoir enfin réussi à tuner les moteurs de machine learning pour arriver à me débarrasser de ce moteur d'analyse grammaticale. Le machine learning, donc, vous connaissez le principe, hein, garbage in, garbage out. Donc, le plus important, c'est ça, en fait. Ce sont les données en entrée. Donc, pour le cross-site scripting et l'injection SQL, on a finalement un certain nombre de données. Donc, cross-site scripting, on voit en termes d'attaque, donc en bas à gauche, j'en ai 10 000. Et donc, je génère forcément un nombre à peu près équivalent de requêtes valides. Donc là, il y a pas mal de subtilités autour de ça, parce que ce n'est pas forcément évident, faire des requêtes valides qui ne soient pas toutes les mêmes, qui ne soient pas trop identiques, qui restent valides, qui ne sont pas des attaques. Donc il faut quand même avoir un bon panel. Évidemment, il faut penser à rajouter, alors d'une part, tout ce qui est user agent, etc. Et c'est pour ça que maintenant que la plupart des navigateurs utilisent le moteur CQA, cela n'était pas dedans. Donc ils se font voir comme cross-site scripting. Donc c'est un faux positif là, que j'ai repéré sur ma plateforme ces 2 derniers jours. Donc en fait, c'est vraiment déjà la récupération de ces éléments. Sur les injections SQL, on voit que j'ai beaucoup moins de payload. J'en ai que 1600, donc 2000 requêtes valides. Bon, on voit que le résultat finalement est pas mal. Pourquoi j'en ai beaucoup plus sur XSS? Parce que ça fait 10 ans que je travaille sur le site et le compte XSS Payloads. Donc forcément, j'ai un peu plus de données. Après, le deuxième gros du travail, c'est la vectorisation. Donc, comment on vectorise ça? Parce que, OK, j'ai un élément, je vous dis, je le mets dans un moteur de machine learning, mais comment ça marche? En fait, j'ai 2 vectorisations différentes. Alors, à l'origine, c'était toutes les mêmes. C'est que je prenais, en gros, les ensembles de 1, 2, 3 caractères et je faisais tout ça dans un moteur de classification. Donc, en gros, vous avez une chaîne de 10 caractères, ça donne un ensemble d'un certain nombre d'éléments, ça donne un poids. Si c'est une attaque ou pas, ça donne la classe. Ça marchait pas mal avant, mais bon, je ne pouvais pas me reposer que là-dessus. Là, j'ai changé pas mal de choses. Cross-site scripting, je reste par caractère, mais déjà, j'ai retiré tout ce qui est nombre. Je mets juste 1. De toute façon, que ce soit 1, 66, 295, on s'en fiche. Ça permet de réduire en fait le nombre de vecteurs, enfin le nombre de features ici, donc de simplifier le moteur. Je ne peux pas mettre toutes les fonctions JavaScript, c'est trop technique, d'évasion, etc. Donc ça, je le laisse en pur et dur. Donc c'est vraiment au caractère et c'est les ensembles de 1 à 3 caractères qui sont pris en considération et qui sont les features. Est-ce que l'injection, alors là, en fait, ça marchait pas terrible. Donc j'ai complètement changé. Là, en revanche, j'ai pris tous les mots SQL qui existent, les mots réservés SQL. Eux, je les garde. Tout le reste, je remplace par X. Tous les nombres, je remplace par 1. Et tous les espaces, tout ça, je dégage. Donc, en fait, ça me donne plus de vecteurs, parce que je prends les ensembles de 1 à 3 également. Non, je crois que dans le meilleur moteur, c'est 2 à 3 d'ailleurs. Bon, bref, peu importe. Vous voyez le principe. Donc, ce sont des vecteurs différents. Donc, j'ai 2 moteurs différents. Et c'est pour ça que si vous comparez les versions du code précédentes aux nouvelles versions, en fait, avant toute la transformation, avant la vectorisation d'une requête, était faite de manière explicite dans le code. Maintenant, c'est directement dans le pipeline du modèle de machine learning. Comme ça allège mon code, et puis après, c'est dans le pipeline du modèle que je génère à côté. Donc, ça vous explique un peu les différences dans le code, et le fait que maintenant, avec ça, on a quelque chose de beaucoup plus performant, et aussi très intéressant, c'est pour le cross-site scripting, je suis toujours sur le même modèle, donc c'est toujours de la random forest, la classification par random forest. En revanche, pour les injections SQL, il s'avère que le moteur le plus efficace, c'est les vecteurs, voilà, linear support vector. Donc c'est des moteurs un peu différents.
Voilà, on voit plus performant en fait. Là-dessus, ce qui nous intéresse en général, c'est le F1 score et le recall. Le F1 score, on va dire, c'est le score global. C'est plus précis, enfin, ça prend en compte plus de paramètres que la précision, l'accuracy. En revanche, je regarde toujours le recall. Ce recall, c'est quand même le taux de faux négatif. Donc, le faux positif. Voilà. Ça, j'ai inversé. Bon, peu importe. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, ça, c'est les différents paramètres qui sont pris en compte. Et on voit que, bon, là, comme ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'avant, j'avais à peu près le même type de résultat, et les moteurs étaient relativement. Enfin, le moteur de SQL injection était complètement pourri. Mais ça fait bien de mettre des chiffres compliqués comme ça. Donc voilà un peu, on va dire, les internals des moteurs, comment ça marche. On voit que là-dedans, il n'y a absolument pas besoin de signature. Je rappelle, c'était un peu le but du jeu. Après, je parle d'architecture distribuée. En fait, alors, je documente l'intégralité du protocole, mais je ne fournis pas le serveur. Pourquoi? Bah, parce que do it yourself, hein, on ne peut pas tout faire pour vous. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand l'agent se lance, il va se connecter au serveur. Là, il va renvoyer tout ce qui est ses routes. Donc, vous vous souvenez, on est dans l'application, donc je vois déjà toutes les routes qui existent. Donc ça, je vais les renvoyer au serveur. Alors pourquoi? Parce que le serveur peut processer, dire, bah, tiens, une nouvelle route qui a été rajoutée. Ça peut être suspect, ça peut être donc, voilà, ça coûte rien. Je le renvoie, je récupère également la configuration et les blacklists, ou avec le premier après beacon. Donc régulièrement aussi, il va envoyer un health check vers le serveur pour envoyer sa télémétrie et les nouvelles entrées de blacklist. Vous vous souvenez, quand une attaque, je peux dire, s'il y a ce type d'attaque, blacklister la source. Très bien, pour l'instant, c'est juste blacklisté pour moi. Je peux dire, bah tiens, voilà une nouvelle source que j'ai blacklistée parce que quelqu'un a tenté de m'attaquer. Et en retour, le serveur va envoyer les updates en termes de blacklist. Donc, bah voilà, une nouvelle entrée de blacklist à rajouter ou une entrée de blacklist à supprimer parce qu'on a décidé que ça, c'était finalement légitime. Et également, tout ce qui est changement de configuration. Je peux modifier la configuration directement sur le serveur sans avoir à modifier. Bon, parce que la configuration peut être en local, mais on peut la récupérer à partir du serveur. Donc, si on a décidé de mettre la configuration sur un serveur, bah, comme ça, on a juste à la modifier automatiquement. Le beacon, c'est paramétrable, par défaut, c'est toutes 30 secondes. Au bout de 30 secondes maximum, la nouvelle configuration sera récupérée par le RASP. Et puis, bah, l'intérêt, c'est que c'est distribué. Donc, tout le monde fait ça. C'est-à-dire que quelque part, moi, celui de gauche voit une nouvelle attaque, blacklist une entrée, et finalement, tous les autres agents RASP, dès qu'ils vont voir dès qu'ils vont récupérer la nouvelle attaque, enfin, la nouvelle liste, vont blacklister automatiquement la source. Donc, si la source essaye de scanner toute ma plateforme, de toute façon, elle est blacklistée partout. Donc, elle attaque une fois, elle est blacklistée partout. Ça marche aussi pour les faux positifs. Également, c'est un truc que j'ai fait parce que ça m'amusait, parce que c'est super à la mode de parler de Zero Trust, donc je fais ce qu'on appelle le Zero Trust Application Access. Donc, pareil, on récupère juste le module Chrome, enfin Chromium, hein, ça marche aussi sur Edge. Et en fait, on va donner un header. Donc, tout ça, évidemment, ça va correspondre à la configuration dans l'agent, une valeur, et puis évidemment le FQDN du serveur. Et ce qui fait qu'après, le navigateur, à chaque requête, va renvoyer un certain nombre d'éléments à l'agent. Donc, le header de sécurité, un fingerprint, et également un security posture. Aujourd'hui, ça se limite à la version du navigateur, voir si c'est la dernière version ou pas du navigateur. Donc, ça va permettre, en fait, au niveau de l'agent, de mettre une politique de sécurité en disant, bah, déjà, si on n'a pas le bon header, on dégage. Donc, ça, c'est pas mal pour tout ce qui est administration, etc. Seulement les postes équipés de l'agent avec les bons paramètres peuvent se connecter. Le fingerprint, ça permet aussi de faire un filtrage sur le type d'agent qui est récupéré. Alors, le fingerprint, il va assez loin. En gros, c'est tout ce qu'on va trouver dans la classe navigateur. Donc, ça va être les plugins, ça va être, bref, pas mal de choses. Et la posture de sécurité, si on peut dire, je veux uniquement les navigateurs qui sont en dernière version, donc pour éviter qu'un navigateur potentiellement vulnérable et compromis se connecte à l'application. C'est quand même plutôt pour les trucs, les applications qui requièrent un niveau de sécurité assez élevé. Les logs, donc plusieurs formats, le syslog évidemment, JSON, donc ce gars vient à Webhook, ça va l'envoyer. Vous voyez qu'il n'y a pas d'authentification encore. Je le mettrai si besoin sans faire ressentir. De mon côté, je vous rappelle quand même que j'ai développé ça pour moi et à la rigueur pour les copains. Également, toute la télémétrie renvoyée dans les beacons, donc c'est essentiellement tout ce qui est CPU, mémoire et en fait le nombre de requêtes en termes de succès, d'erreurs, d'attaques.
Donc, en gros, comme je l'ai dit, par défaut, le beacon, c'est toutes les 30 secondes. On a ce type de données toutes les 30 secondes. Évidemment, la version de l'agent et ce genre de choses. Un truc enfin, plusieurs éléments là-dedans. On va trouver tout ce qui est code MITRE et PCB. Donc, en gros, si on veut mapper sur la matrix ATT-CK, on peut. Donc, ça peut être utile sur une plateforme de SecOps. On va trouver également, uniquement dans la version JSON et Webhook, on va trouver en gros le score de machine learning, quand ça a été bloqué par un moteur de machine learning. Pourquoi? Parce qu'on a la possibilité de paramétrer le score. Vous connaissez le principe de classification, c'est en gros, je considère que cette attaque a 0,6%, enfin 60% de chance d'être une attaque, enfin, cette requête a 60% de chance d'être une attaque, en fonction de ce que j'ai appris. On peut dire, moi, pour éviter les fautes positives, je veux que le score minimum pour une attaque soit de 80%, par exemple. Donc ça, c'est paramétrable. Je déconseille quand même de le faire, mais c'est possible. En général, je mets les valeurs par défaut pour chaque version en fonction enfin, quand j'en change les moteurs, qui sont les mieux, mais bon, on peut le voir. Et là, ça va permettre en fait de voir le score au machine learning, donc si on a un faux positif ou un faux négatif, être capable de détecter, de vérifier que, ok, moi j'avais mis un score un peu parano de 50%, mais je vois que ça me donne des faux positifs. Ou inversement, je suis monté à 80% et ça va que j'ai trop de faux négatifs, etc., etc. Ça permet de faire un peu de tuning. L'utilisation, je vous l'ai dit, le but du jeu, c'est que ce soit utile. Donc, ça, c'est la plateforme que j'ai faite. Mais en gros, ça peut être dans n'importe quelle plateforme de SecOps. Donc, on voit, on récupère, on a bien les TTP, on a l'objet, on voit qu'ici, c'est le chemin, quelqu'un s'est fait un point 11, etc., etc. Donc, tout ça, c'est remonté, c'est exploitable. C'est une information qu'on récupère. Et je parlais de l'efficacité de early detection. Donc, ici, c'est à l'échelle logarithmique. Donc, si on regarde un peu, de temps en temps, j'ai du decoy, c'est le violet. J'ai un petit peu authentication failure, tout ça. Ça, c'est pas Pirasp qui récupère, mais c'est récupéré sur ma plateforme globale. Et sinon, qu'est-ce qu'on voit en gros? C'est essentiellement du host spoofing, d'accord, du decoy, et après, tout le monde s'est fait blacklister. Parce que quand on voit que, par exemple, on a en moyenne une centaine, allez, 200 ou 300 host spoofing, après on est à 10 000 blacklist. C'est qu'en gros, les gens ont essayé, puis après ils ont assisté, mais de toute façon, ils étaient blacklistés. Donc le problème était réglé. Donc on voit bien qu'il y a une fois le moteur de SQL injection qui a été appelé, jamais le cross-site scripting. Donc voilà, c'est finalement simple, efficace. Je ne vois pas pourquoi je me suis embêté à faire les autres moteurs, si c'est parce que ça m'amusait, mais c'est tout. Et un flood à la fin. Pareil, là c'est la même chose, mais sous une autre forme. Le type d'output qu'on peut avoir, parce qu'on sait l'application, etc., etc. Donc là, pareil, on se trouve un beau moteur de graphe, on se fait un truc comme ça la pète toujours. C'est DevOps friendly, tout simplement parce que on voit tout ce qui est fichier de configuration, donc peut être local, peut être à distance, et tous les éléments en fait peuvent être mis en variable d'environnement. Donc c'est-à-dire qu'on met ça, que ce soit dans l'environnement de sa fonction lambda, l'environnement de son Git Action, ce genre de choses, peu importe. Et il y a une API aussi interne, donc c'est-à-dire qu'on peut faire des tests et des appels à partir de la fonction du programme Python. On peut appeler Pirasp pour récupérer les informations, on peut modifier la configuration directement à partir du code, récupérer la blacklist, ce genre de choses, des opérations sur la blacklist. Si vous voulez avoir plus de détails, parce qu'il y a quand même pas mal de choses dedans, je maintiens une doc à jour. Donc voilà, elle est sur Gitbook. Et puis, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, on va avoir enfin, j'espère, une release candidate en janvier. Donc, j'envisage pas de développer de nouvelles fonctions. J'ai pas mal d'idées, mais à chaque fois que je commence, je me dis, non, en fait, ça sert à rien. Donc, je pense que je vais m'arrêter là, en tout cas, pour un peu friser le code à ce niveau-là. Et après, juste fixer des bugs, faire de l'optimisation et peut-être une release en Q1. Bon, pour ceux qui ont déjà assisté à la conférence que j'avais faite sur le sujet en juillet à Passe de Salt, je crois que j'avais prévu la release en Q4. Voilà, maintenant c'est Q1. Bon, je suis sympa, je mets l'année, mais voilà, bon, il n'y a aucun impératif, hein, donc c'est plus des deadlines que je me mets comme ça. Donc, en résumé, Pirasp, donc déjà, ce qui est important, c'est que ça a été fait pour des besoins réels.
Et les besoins réels, c'est l'ensemble des plateformes Paracyberbellum. Donc ça tourne dessus, c'est fait pour moi. Voilà. Il est accessible en open source, on verra les liens, donc n'hésitez pas. Mais encore une fois, ça a vos risques et périls. Moi, c'est typiquement Works for Me. C'est fait pour faire de la sécurité d'abord. Et moi, vu ma plateforme, je m'en fiche qu'il ait faux positifs. Bon, faut pas qu'il y en ait trop, mais bon, de temps en temps, je vois qu'un pauvre type a été blacklisté. Je le déblacklist le lendemain. Bah oui, il ne viendra plus jamais sur ma plateforme. Mais en même temps, bon, voilà, c'est pas le bout du monde pour moi. Je suis pas sûr que c'est un truc à mettre en production sur quelque chose de sérieux. En tout cas, il faut vraiment du travail derrière. Un management minimal, je vous dis, moi je fais ça le week-end ou le matin très tôt, donc je passe pas toute ma journée à regarder ma plateforme, à mettre à jour des signatures et ce genre de choses. Et c'est quelque chose, en revanche, qui tourne en production, donc sur Paracyberbellum, et ce depuis les premières versions, donc ça fait plus d'un an maintenant, presque un an et demi, je crois. En termes de ressources, je vois toute une liste de ressources. En même temps, tout à la base est accessible à partir de paracyberbellum.io. Donc, il y a même un site web dédié. Vous avez sur Pipey, vous avez sur GitHub, vous avez la doc, vous avez un compte Twitter, X, et si besoin, me joindre par mail. Voilà, donc je vous rappelle que si vous voulez la cyberpacem, eh ben, il faut Paracyberbellum. Voilà, merci beaucoup. Bravo pour cette présentation. Donc,